Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau format que l'on va proposer avec Axel pour Data Watch. Donc là, c'est moi qui commence à faire les premiers épisodes. Ce format se veut un peu plus à chaud, un peu moins préparé que les épisodes que l'on peut faire avec Axel, où on prend du temps de préparer les articles et de vous faire une restitution de notre compréhension, d'approfondir certains sujets. Et ce qu'on a voulu faire avec Axel, avec ce type de format aujourd'hui, c'est de pouvoir lire ensemble en tout cas là avec moi, vous avec moi, un article, assez récent lié à la data engineering, peut-être des fois un peu plus, et de vous faire un retour en live sur, ce que je peux lire et par rapport à mes pensées, sur l'article. Ça vous permettra aussi de voir comment je réfléchis en tout cas lorsque je lis un article. Donc n'hésitez pas à faire vos retours, en commentaire ou sur LinkedIn, pour savoir si le format vous convient. Donc aujourd'hui, l'article que j'ai sélectionné, c'est un article de Décidéo, sur les 3 raisons pour lesquelles des bases de données sécurisées et fiables sont essentielles pour les banques françaises. Donc ça a été publié assez récemment, il y a à peu près 5 jours et a été rédigé par Kevin Klein et SolarWinds. J'imagine que c'est la société dans laquelle travaille Kevin Klein. Peut-être, peut-être pas. Quand on pense à l'avenir des services bancaires, on pense surtout à l'expérience. Donc, paiement instantané, application mobile anticipant nos besoins et chatbot capable de proposer des suggestions avant même que l'on sache quelles questions poser. Pour les clients français, ce type d'interaction numérique n'ont plus rien de nouveau. C'est désormais la norme. Ok, pour l'instant, pas trop de data. Je vais pas euh, commenter ce qui va sortir trop de la data, sinon je pense qu'on n'a pas fini sur l'article. Pour concrétiser tout cela, le secteur bancaire de l'Union européenne connaît une transformation majeure en coulisses, sous l'effet d'évolution des cadres réglementaires, de l'intensification de la concurrence et de la numérisation rapide. Les institutions financières sont contraintes d'innover rapidement tout en préservant la résilience et la sécurité de leurs opérations. Ok. Et cela porte ses fruits selon une étude, OK, 2025, Promoter Score. Le taux de satisfaction des clients des banques françaises continue d'augmenter pour atteindre un niveau record de 18% en 2025, le plus élevé depuis 10 ans. OK. Euh, mais pour offrir des expériences fluides, un accès permanent à des services numériques fiables, une apparence élégante ne suffit pas. Au cœur des services bancaires se trouve un héros qui agit dans l'ombre, une base de données sécurisée, fiable et performante. Bien sûr, ça c'est, pour moi, c'est pas une surprise. Et évidemment, quand on parle de base de données sécurisées, vu qu'il y a des identifiants clients, enfin, il y a une interaction avec certains clients, des données clients, c'est pas une nouveauté pour moi. C'est que, enfin, ils indiquent pas que c'est une nouveauté, mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas une surprise pour moi. Le fait que ce soit fiable, effectivement, si les clients veulent consulter leurs informations bancaires, financières, mais que cela ne fonctionne pas, il y a effectivement un problème. Et pareil pour la performance, si on attend trop longtemps, ça peut être frustrant. Donc voici les 3 raisons pour lesquelles les bases de données solides sont indispensables aux banques françaises. Ok, la première raison. Les bases de données sécurisées aident les banques à répondre aux exigences strictes en matière de réglementation et de conformité. Oui, effectivement. Heu, Après, je dirais que c'est pas, peut-être qu'il y a une spécificité auprès des banques. Je vais pas trop m'engager dessus, mais j'imagine. Mais de manière générale, à partir du moment où il y a des données qui manipulent des informations clients, il y a un cadre, une réglementation, à respecter. Que ce soit, la RGPD, tout simplement pour la sécurité des données. Hem Et j'imagine pour la conformité bancaire, il doit y avoir certains principes que je connais pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des exemples de conformité que l'on doit appliquer sur les données bancaires. Ah, ce que j'ai en tête, c'est par exemple, qu'il y a pas besoin de retenir plus de 10 ans, je crois, les données d'un client ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas, en tout cas, à faire part de ce que vous connaissez. Si vous demandez à un responsable conformité ou informatique d'une grande banque française ce qui l'empêche de dormir, il y a de fortes chances que la réponse ne tienne qu'en un seul mot: les réglementations. Qu'il s'agisse de nombreuses directives financières spécifiques, directives, OK, directives générales, OK, RGPD, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les institutions financières de la région sont soumises à l'une des surveillances les plus novatrices et évolutives au monde, OK. Bien que les règles soient essentielles pour protéger les clients et garantir la stabilité financière, les anticiper revient à essayer d'atteindre une cible mouvante. C'est pourquoi de nombreuses banques redoublent d'efforts pour respecter les principes fondamentaux, au cœur desquels se trouvent les données, oui, plus précisément la manière dont elles sont stockées, consultées et protégées.
Heu, Effectivement, il pourrait y avoir aussi, peut-être c'est indiqué dans le stocké, mais le cycle de vie aussi de la donnée, tout simplement pour dire qu'à partir d'un certain moment, la donnée peut être aussi, hem, comment dire? Périmée, doit être, anonymisée. J'ai déjà vu ça dans certaines entreprises, pas en banque, mais à partir d'un certain moment d'ancienneté de la donnée est anonymisée. Ça peut être, 3 ans, ça peut être, 4 ans. Dans un environnement où le moindre erreur peut avoir des conséquences majeures, une base de données sécurisée et bien surveillée n'est pas seulement une préoccupation informatique en arrière-plan, c'est une défense de première importance. Oui. Je ne sais pas s'ils vont en parler là, mais sans avoir testé, j'avais déjà lu certains articles sur la modélisation en data vault. Par exemple, il y a des modélisations en étoile sur les bases de données pour dire qu'il y a des tables de faits avec des tables référentielles qui gravitent autour, euh, éventuellement des tables de liens. Et les data vault, ça serait bien si vous avez plus d'informations dessus, mais de ce que j'avais en tête, ça permet d'avoir 3 types de tables. J'ai pas révisé pour l'article, hein, comme je vous disais, c'est à chaud. Je crois qu'il y a les non, je vais pas dire de bêtises, je veux pas m'avancer sur le data vault. Je vais rechercher directement ici. Même si vous voyez pas, je suis en train de faire une recherche sur internet. Ah oui, il y a les hubs, les satellites, il y a les links. Et j'ai un doute entre satellite et hub. Mais en gros, il y a un de ces types de données-là qui va stocker tous les identifiants avec des métadatas liés, donc par exemple associés. Par exemple, pour dire cet identifiant-là, il a été inséré à telle date, et il va y avoir une autre table qui va avoir la description en fait de cette table-là pour un identifiant. J'ai toutes ces informations-là qui sont valides de telle date à telle date. Et puis il y a des liens éventuels entre certains qui permettent de faire le lien entre certaines tables. Là, je pourrais plus vous le remettre dans l'ordre à chaud. Et j'avais lu que c'était très intéressant et apparemment plus flexible pour ce qui est de la activation, désactivation des données clients. Ça veut dire qu'on peut vite masquer et anonymiser des clients ou éventuellement supprimer des clients avec ce système-là. N'hésitez pas si vous avez plus d'infos. Hop. Une base de données sécurisée permet aux banques de se conformer aux réglementations, oui, en protégeant les données des clients, très important, mais c'est pas que lié aux banques, c'est toutes les entreprises qui ont besoin de protéger les données clients. Les outils de surveillance informatique conformes aux dernières normes de sécurité, cybersécurité, permettent de détecter, ok, et prévenir les violations de données, contribuant ainsi à garantir l'intégrité des dossiers financiers. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais travaillé sur la partie cybersécurité, le fait de détecter et de prévenir des violations de données. C'est pas quelque chose que je suis, même si je sais que dans les logs à disposition sur du cloud, on peut suivre tout ça. En outre, les pistes d'audit fournies par des solutions de base de données solides offrent une transparence qui aide les banques à identifier rapidement les menaces pour la sécurité et les atténuer. Ok. Dans un paysage financier qui repose sur la confiance, la base de données sécurisée joue un rôle clé pour assurer la conformité et renforcer la confiance des clients. C'est sûr. C'est aussi pour ça que certaines banques, j'avais déjà travaillé dans une banque pendant 3 ans. Heu, Ils font souvent, je dis pas que c'est toutes, mais ils font souvent, du on-premise. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent des applications, des bases de données, souvent sur leur propre serveur, ce qui leur permet de sécuriser au maximum, les données, ce qui peut aussi limiter l'innovation. Hem Je me rappelle qu'ils avaient, banque dans laquelle j'ai travaillé, il y avait un data lake. Ils venaient de déployer Spark, mais c'était pure Spark. Il n'y avait pas tous les packages qui pouvaient être utilisés en Python en tout cas. Hem Et même dans Spark, je crois qu'on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. C'était assez limité en termes de nombre de clusters. Si on voulait faire du machine learning, c'était assez limité aussi. Je crois que j'avais dû basculer sur scikit-learn par exemple pour faire du machine learning. Bon là, on s'éloigne un peu du data engineering. Mais ce qui leur permet d'avoir une sécurité. Mais j'ai déjà entendu aussi d'autres banques, ce que je nommerai pas, qui font par exemple du Databricks, donc qui font du cloud. Donc à voir ce qu'ils mettent en place eux pour la sécurité et la conformité, enfin surtout la sécurité. Deuxième raison, les bases de données hautement accessibles et fiables contribuent au bon déroulement des opérations bancaires. À une époque où les clients attendent un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux services numériques, les banques doivent s'assurer que leur infrastructure informatique peut prendre en charge les transactions en temps réel, surtout avec le virement instantané, les applications bancaires mobiles et les plateformes de paiement en ligne sans interruption.
Effectivement, ça c'est une charge très importante sur la partie données. Euh, Après les transactions en temps réel, j'imagine que ça regroupe aussi tout ce qui est virement, enfin virement, paiement par carte. Ça sur la partie fraude, on a déjà pu en parler avec Axel sur le podcast principal de DataWatch. La partie fraude, à chaque fois que vous payez par une carte, il y a une détection pour savoir est-ce que c'est une fraude ou pas, est-ce que ça doit être bloqué ou pas. Il y a aussi certaines cartes qui vont aller interroger directement le solde de la banque en même temps pour savoir est-ce que la personne peut payer ou pas avec sa carte. Et donc, comme je vous disais, aussi des virements instantanés. Donc, effectivement, il y a besoin de fortes ressources pour faire du temps réel. La plupart des Français préfèrent les banques en ligne. OK. Son étude, l'importance des services numériques, blablabla. OK, désormais, nana. J'accélère juste un peu parce que là, je vois que ça parle pas de données. OK. De plus, comme les banques collaborent davantage avec les fournisseurs tiers tels que les dépositaires de crypto-monnaies, les fintechs et les plateformes de paiement, le partage fluide des données devient essentiel pour assurer le bon déroulement des opérations. Effectivement, ça m'intéresserait de savoir comment ils procèdent, les banques, pour faire un partage fluide, comme c'est indiqué ici, des données. Je travaille beaucoup sur BigQuery, donc ça m'est déjà arrivé de faire du data sharing, par exemple, avec de l'Analytics Hub, ou peut-être que ça s'appelle data sharing d'ailleurs. Euh, mais pour les banques, je me demande s'ils font ça. S'il y a du data sharing aussi, est-ce qu'ils envoient des données mince, un, oh, j'ai oublié mes mots, SFTP, donc c'est-à-dire un protocole de transfert des fichiers sécurisés ou autre. Ça m'intéresserait bien de savoir. La gestion des bases de données bancaires présente des défis uniques, notamment en termes de synchronisation des données en temps réel entre plusieurs succursales et canaux numériques. Ok. Après, à voir ce qu'ils mettent derrière plusieurs succursales, c'est dans le sens où il y a un endroit, par exemple en France, où ils stockent les données françaises, un autre endroit dans un autre pays où ils stockent les données de ce pays. Je voudrais bien savoir ce qu'ils disent derrière ça. Parce que j'avoue, j'aurais pensé qu'ils réunissent toutes les données. Après réflexion, c'est vrai que comme il y a peut-être des réglementations spécifiques, j'imagine que les données bancaires stockées en France et aux États-Unis ont des réglementations différentes, des spécificités différentes et ont besoin aussi d'être stockées dans des pays différents. Peut-être, ça à vérifier. Sans système de base de données fiable, des échecs, des retards ou des incohérences dans les transactions peuvent se produire, entraînant la frustration des clients et d'éventuelles pertes financières. Effectivement, si jamais on, on fait un virement qui s'exécute 2 fois, 3 fois, ou qui a eu un bug qui rajoute plusieurs zéros à la fin du montant, ça peut engendrer des pertes financières pour les clients et pour les banques. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais j'en ai déjà entendu parler. Donc effectivement, les données doivent être clairement fiables. La meilleure base de données bancaire offre une vue unifiée, et en temps réel des comptes clients, ce qui permet de garantir une expérience fluide, qu'il s'agisse de transférer des fonds, de faire une demande de prêt ou d'effectuer des paiements. Cette fiabilité permet non seulement d'améliorer la satisfaction des clients, mais aussi d'optimiser les opérations en arrière-plan en réduisant le temps d'arrêt et en améliorant l'efficacité globale. Ok. Des bases de données fiables et hautement accessibles sont cruciales pour une interopérabilité réussie entre les sites au sein des systèmes distribués et sont essentielles pour toute organisation qui cherche à s'étendre. Ouais, j'ai pas grand-chose à commenter dessus. Ouais, bien sûr. Ok, ils offrent une vue unifiée en temps réel des comptes clients. Ok, et vue unifiée, pareil, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que veut dire vue unifiée. Est-ce que c'est une surcouche, par exemple, avec une base de données, je sais pas, avec Trino qui va se connecter à plusieurs bases de données, même si Trino c'est pour aussi se brancher sur plusieurs cloud providers du on-premise. Est-ce que c'est juste par exemple une OBT, une One Big Table? J'imagine que non, quand même. Après, le fait que ce soit en temps réel, effectivement, ça peut pas être n'importe quelle base de données. Ça m'intéresserait bien de savoir un peu plus en détail. Là, on reste succinct. J'imagine que c'est pas un trait technique qui a dû écrire cet article. Troisième, ou alors tout simplement le public visé n'est pas un public technique. Troisième raison, les bases de données garantissent un accès
ininterrompu aux données financières essentielles. Oui. Peu de secteurs, voire aucun, ressentent autant l'impact des interruptions de service que le secteur bancaire, où chaque seconde d'indisponibilité peut perturber la vie de chacun et bloquer des activités commerciales. C'est vrai que comparé à d'autres activités, après, même d'autres activités, peut-être que les montants sont différents, c'est peut-être pour ça. Mais même dans une activité de retail, si jamais, par exemple, il y a des bases de données qui ne peuvent plus enregistrer des transactions caisse, il y a une perte à gagner énorme. Parce que là, si je fais un calcul, je sais plus qui j'avais entendu, un retailer qui fait 21 milliards par an, divisé par 365 jours, ce qui fait 54 000 euros par jour, divisé par 24 heures, et divisé par 60 minutes. Donc, on va dire que pour un retailer qui fait 21 milliards de chiffre d'affaires par an, toute indisponibilité, minute d'indisponibilité de caisse pourrait engendrer une perte à gagner de 40 euros par minute. Donc, ça peut aller vite, mais j'imagine que dans le secteur bancaire, les montants sont totalement différents. Imaginez un client à l'étranger qui essaie de payer une réservation d'hôtel en urgence, mais qui se retrouve soudain bloqué dans son application bancaire. Effectivement, ou encore, bon, ça c'est surtout des cas d'usage spécifiques. Encore une équipe financière d'entreprise qui s'efforce de traiter les fiches de paye avec avant la fermeture des bureaux, mais qui se heurte à un mur parce que les systèmes sont en panne. Effectivement. Pour le marché financier, même quelques secondes de retard peuvent compromettre des transactions de grande valeur. Un rapport de Gartner a révélé que chaque minute d'indisponibilité coûte en moyenne 5 600 $ aux institutions financières. Bon, on met en rapport les 40 $ dont je vous parlais pour une personne, enfin pour une entreprise. Effectivement, les montants sont incroyables. Parce que chaque minute, alors, 5 600 par minute, fois 60 minutes, donc par heure 336 000, par jour, plus de 8 millions, par an, là on est à plus de millions, milliards, plus de 2 milliards, c'est tout. On est à 3 milliards là quasiment. Oublier quelque chose. Ouais, j'ai peut-être dû oublier quelque chose parce que tout à l'heure le 21 milliards. Ah, j'avais peut-être oublié un zéro. Là, 21 millions, 21 milliards. Ah, j'avais peut-être oublié un zéro tout à l'heure. Divisé par, 365 jours, divisé par 24 heures, divisé par 60. Pardon, on est plus aux alentours pour le retail de 40 000 euros de perte par minute. Donc non, finalement, le retail peut-être même supérieur aux institutions financières, sans parler de l'impact. À voir ce qu'ils englobent par institution financière. Mais effectivement, là, ce qui ressort pour se raccrocher à la data et pour pas trop digresser, c'est le fait que la donnée maintenant permet de gagner un certain montant d'argent et le fait de ne pas répondre à l'usage de certaines données, comme les caisses, comme les virements, comme les paiements, peut engendrer une perte très importante. Qu'il s'agisse d'un client lambda ou du multinational, les services bancaires doivent être disponibles à la demande. Oui. Concrètement, si la base de données d'une banque est défaillante, les conséquences peuvent être graves. Oui, allant d'interruption des services aux sanctions réglementaires et à la perte de confiance des clients, bien sûr. Pour éviter de tels problèmes, les solutions modernes d'observabilité des bases de données fournissent des informations en temps réel sur les performances des bases de données, ce qui permet aux équipes informatiques d'anticiper les goulots d'étranglement potentiels avant qu'ils ne se transforment en panne. Oui, effectivement. Là, je dirais que c'est plus peut-être pour des DBA, peut-être des personnes en infra. Mais effectivement, ça, j'ai jamais eu à vraiment regarder en termes de performance des bases de données où on en était. Moi, je regarde surtout au niveau des coûts et des performances de la requête ou de la pipeline, pas de la base en elle-même, surtout que j'ai beaucoup utilisé des bases cloud. Donc là, c'est vrai qu'on regarde pas trop à ce niveau-là. En outre, les sauvegardes régulières, les plans de reprise avec sinistre et les bases de données redondantes géographiquement réparties permettent aux institutions financières de continuer à fournir leurs services même en cas de cyberattaque, des pannes matérielles et des catastrophes naturelles. Effectivement, là, la partie sauvegarde est très importante, mais pour tous les business, encore une fois. Il faut voir effectivement les snapshots, comment ils sont faits, les plans de reprise après sinistre, ouais, base de données redondantes. Donc ça, je pense que ça va avec le plan de sauvegarde aussi, la partie base de données redondante géographiquement. Mais ça, c'est tout un sujet.
sur la partie backup des données. Avec l'essor des services bancaires numériques, des bases de données sécurisées et fiables sont plus que jamais indispensables. Elles constituent la base de la conformité, d'une expérience client fluide, etc. etc. Ok. Et bien voilà, on a lu le premier article à chaud ensemble. Il n'y avait pas beaucoup de termes techniques, on est plutôt resté, on va dire, à la surface pour dire en gros que c'est essentiel d'avoir des bonnes bases de données. Mais j'imagine qu'il y aura d'autres articles à venir où ça sera un petit peu plus technique. En tout cas, n'hésitez pas à faire un retour sur la lecture à chaud d'un article qui aujourd'hui est en français, mais il y a aussi d'autres articles en anglais que je vous lirai pas comme ça en anglais. Je pense qu'on fera une traduction en live. Donc, merci de votre indulgence pour la traduction en live. Merci pour votre écoute et à bientôt.